Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Alors, aujourd'hui, on va parler de la cartographie des cours avec les résultats d'apprentissage de programme, RAP, pour les initiés. Je m'appelle Edmond Zaidi. Je pense qu'on se connaît tous et toutes ici. Je pense qu'on a eu l'honneur de travailler ensemble dans les mois précédents. Cette présentation est enregistrée, bien sûr, et si vous avez des questions, je vous prie d'attendre la fin de la session pour les poser, pour être plus efficace. Je vous inviterai aussi à prendre la parole pour poser des questions si vous le souhaitez. Et veuillez noter que dans cette présentation, j'utiliserai parfois les termes RAP pour résultats d'apprentissage de programme et PLO, Program Learning Outcomes, comme équivalent, même si je privilégierai les RAP. Alors, quand je vous disais qu'on a travaillé ensemble, c'est dans le cadre, bien sûr, de l'évaluation périodique des programmes, plus spécifiquement l'analyse force-faiblesse ou SWOT, pour la plupart d'entre vous, la révision des résultats d'apprentissage de programme, de nouveau pour la plupart d'entre vous. Pour certains, pour certaines unités académiques, on a passé ce cap. Pour d'autres, on est en train de mettre les points sur les i, c'est parfait. Et c'est dans ce cadre donc que je vous propose aujourd'hui de revoir d'abord la dernière étape pour laquelle je vous appuierai, à savoir la cartographie des cours avec les résultats d'apprentissage de programme. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui au menu, c'est de revoir le quoi et le pourquoi. C'est là où on va se pencher surtout sur la question de la nécessité de tout ce travail, parce qu'on est bien savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Ensuite, nous verrons en détail les livrables et outils pour les programmes du premier cycle. Il y a une petite différence entre premier cycle et cycle supérieur. Donc, dans la section 3, on va s'attacher au programme au cycle supérieur. Et finalement, on va voir une des choses les plus importantes, à savoir les étapes et le calendrier du processus, ce qui nous permettra d'aborder ensuite des questions, surtout sur les défis qu'on pourrait envisager. Tout d'abord, parlons donc rapidement de la raison d'être de la cartographie, ce qui nous permettra d'apporter des définitions pertinentes. Eh bien, pour rentrer dans le vif du sujet, nous nous intéressons à l'évaluation de l'alignement des cours avec les résultats d'apprentissage de programme. Plus précisément, nous souhaitons savoir où chaque RAP est abordé et à quel niveau. Alors, on va se donner une tâche simple. On va fixer les niveaux à introduction, renforcement et avancée. Là, on se réfère à la spirale, la fameuse spirale en éducation où on expose les étudiants aux activités d'apprentissage en démarrant par le plus simple et en allant vers le plus compliqué. Alors, mais qu'est-ce qu'une cartographie cours RAP? Eh bien, une cartographie cours RAP consiste à examiner chaque cours pour déterminer quels RAP ils sont abordés et à quel niveau. Vous vous rappelez, on a 3 niveaux. On représente ensuite l'ensemble dans une matrice. Les cours seront rangés en ligne et les RAP en colonne. On va voir des exemples. Alors, cet outil, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de repérer plus facilement les lacunes, les redondances et la progression de l'apprentissage des étudiants au cours du programme d'études. Alors, comme on vient de le voir sur la diapo précédente, nous allons utiliser 3 niveaux différents, introduction, renforcement, avancé, ou bien que le PLO en question n'est pas couvert. Alors, ce processus va permettre d'identifier, de vérifier plutôt la cohérence du programme, d'éviter les lacunes et les redondances, ou d'essayer de les réduire et de s'assurer que les étudiants progressent logiquement d'un cours à l'autre. Alors, une petite note au sujet de la notation. Parfois, on n'utilise pas dans la littérature, dans ce domaine, au lieu de renforcement, on dit développer, et au lieu d'avancer, on dit maîtriser. Donc, ce sont du jargon, mais nous, on utilise les 3 lettres I, R et A. Alors, voici un exemple d'une telle matrice pour un programme de premier cycle. Alors là, je vais utiliser mon euh, pointeur laser. Alors, cette grille, alors vous avez les cours ici et vous avez les PLO. Alors,
cours et à quel niveau. Comme vous voyez, on a 3 niveaux. On a des I, on a des R et on a des A. On va couleur plus claire ou couleur plus foncée. Et le gris, ça veut dire que le PLO en question n'est pas couvert. Par exemple, le PLO 2 n'est pas couvert par le 4e cours THO 2410. Alors, vous voyez que cette carte nous donne une vue d'ensemble très rapidement et nous permet de voir la progression du I vers les A. On remarque aussi des zones un petit peu désertes, c'est-à-dire que, par exemple, ici, on voit que le PLO 14 et 15, c'est pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de couverture. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble et ça nous donne des informations de base. Alors, en règle générale, on s'attend à ce qu'un cours contribue à la couverture de 3 à 6 PLO à un niveau spécifique, I, R ou A. Alors, j'ai mis une petite astérisque ici pour dire que IRA, c'est pour les programmes au premier cycle. Et pour les programmes au cycle supérieur, on va avoir des I et R, R et A. C'est-à-dire qu'on peut se permettre dans un seul cours de voir l'introduction et le renforcement à la même fois, le renforcement et l'avancée à la même fois, pour la raison très simple que pour les programmes en maîtrise et en doctorat, en général, le nombre de cours d'activités d'apprentissage est super réduit. Une petite note ici, quand je dis note, et je vais le dire plus tard aussi, je veux dire toute activité d'apprentissage, donc thèse, séminaire, participation, travail de terrain, tout ça. Je dis cours, j'utilise cours, mais attention, c'est activité d'apprentissage que je devrais dire. Donc, alors, les niveaux, comment ils sont définis? On a le niveau introduction. Ici, les étudiants travaillent à un niveau de base avec des éléments fondamentaux, des techniques ou des méthodologies liées au RAP. Ensuite, nous avons le niveau renforcement, où les étudiants travaillent à un niveau intermédiaire. Alors, par rapport au résultat final, ils possèdent déjà les compétences, ils les ont acquises dans le niveau I et les connaissances de base du RAP et les utilisent pour évoluer vers une plus grande compétence. Finalement, au niveau avancé, les étudiants atteignent le niveau le plus élevé que l'on puisse attendre d'une personne qui obtient ce diplôme. Petite note, il s'agit d'un niveau avancé par rapport au grade conféré. C'est bien écrit ici, hein? Alors, ça veut dire qu'on ne se compare pas au prix Nobel, bien sûr. Donc, tout ça, c'est relatif au niveau conféré. Donc, quand on parle d'un programme de premier cycle, c'est le niveau avancé relativement au premier cycle. Donc, l'important ici est de situer la contribution du cours de façon aussi exacte que possible, ce qui n'est pas toujours facile. On va le voir. Alors, je pense qu'il est clair maintenant que l'objectif ultime de cette activité est clair, c'est l'évaluation de l'alignement. Plus précisément, nous souhaitons répondre à la question suivante. Pour un programme donné, dans quelle mesure les activités d'apprentissage sont-elles alignées avec les résultats d'apprentissage de programme? Alors, pourquoi cette question est si fondamentale? Parce que les RAP sont très fondamentales. Et les RAP sont la fondation même de chaque programme. Et donc, c'est avec ces RAP que tout élément curriculaire devrait être aligné. Vous vous rappelez toujours la logique, la vision que l'unité académique a du programme détermine les RAP déterminent les cours et les activités. Bon, les cours plus toutes les activités, y compris toutes les activités d'apprentissage. Alors, une petite note pour les puristes. Oui, idéalement, on devrait utiliser l'analyse curriculaire, une analyse curriculaire complète, où on s'intéresse pas seulement à l'alignement de ces éléments, mais aussi à d'autres volets. On va un peu plus en détail. Maintenant, on se limite et on est satisfait d'une cartographie course RAP comme substitut de l'analyse curriculaire à cause des ressources qui sont très, très limitées. Alors, il s'agit d'un processus en 2 étapes. Étape 1, c'est recueillir des données et des indications fiables qui pourraient nous révéler s'il y aurait des lacunes ou des redondances. Alors, ici une petite note, puisque votre unité académique vient juste de réviser les RAP,
il est tout à fait naturel de se retrouver avec quelques lacunes ou quelques redondances. Donc, dans cette optique, cette trouvaille n'est pas du tout un point négatif. Au contraire, ceci nous dirait que la révision des RAP a été très bien faite. Deuxième étape, utiliser ces informations et analyser ces données pour éclairer un plan d'action et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le programme d'études. Et en général, comme je l'ai dit plusieurs fois dans des présentations ultérieures, c'est ce plan d'action que les évaluateurs externes regardent de très près. Maintenant, nous pouvons mieux comprendre pourquoi avons-nous besoin de faire une cartographie cours RAP. Eh bien, pour assurer la cohérence d'un programme, il est essentiel de vérifier que l'ensemble du curriculum soutient intentionnellement tous les RAP. On s'assure ainsi qu'aucun RAP, aucun résultat d'apprentissage n'est laissé au hasard. Ce n'est pas par chance que les étudiants couvrent ce RAP ou ils peuvent rater cette occasion. Alors, cette cartographie aussi nous permet de repérer les lacunes et les redondances, on l'a dit déjà. Donc, on identifie ce qui manque et ce qui manquerait et ce qui pourrait se répéter inutilement, qui n'aide pas beaucoup. Elle aide aussi à clarifier la responsabilité partagée entre les cours. Les cours les uns sont les préalables aux autres, etc. On connaît l'histoire. Donc, pour chaque RAP, on voit quels sont les cours qui sont censés les introduire, qui sont censés les renforcer ou amener les étudiants à un niveau avancé. Donc, vous imaginez pour la répartition et pour l'acheminement de l'apprentissage des étudiants, c'est super important. Alors, l'objectif ultime, c'est d'améliorer le parcours d'apprentissage de l'étudiant en lui faisant ou déterminant une progression logique et intentionnelle à travers tout le programme d'études. Enfin, lorsque ceci est pertinent, la cartographie peut aussi contribuer à répondre aux exigences d'agrément. Elle peut fournir une preuve claire de l'alignement du curriculum avec les objectifs énoncés par les organismes externes. Alors, les bénéfices sont bien concrets. On ne va pas lire en détail ce tableau, mais pour les étudiantes et les étudiants, la cartographie rend le parcours plus progressif, plus logique et plus prévisible. Donc, qui dit logique, progressif, prévisible, dit renforcement de l'apprentissage. Pour le corps professoral et l'administration pédagogique, cette activité soutient la révision du curriculum. Donc, on peut s'apercevoir si vraiment il y a besoin de corriger quoi que ce soit, de modifier quoi que ce soit au cours du curriculum, ne serait-ce que le séquencement des cours et la collaboration entre les collègues. Bon, très bien. On sait tout ça. Maintenant, ce qu'on a besoin de vous et comment on va le faire. On va y arriver. Alors, c'est pour ça que cette diapo est en jaune. Pour chaque cours, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de votre temps. Environ 10 à 20 minutes du temps du professeur qui sera assigné à cette tâche. On va y revenir dans un instant. Je vais aller dans les détails. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'examiner certains éléments clés du cours. Qu'est-ce qu'il faut examiner? Les résultats d'apprentissage du cours en question, les principales activités d'apprentissage, les évaluations clés. Alors, ce sont des données ici, des preuves. Ces preuves, ces données, ces éléments vont servir de base pour déterminer la contribution du cours au RAP. Donc, pour chaque RAP, on va voir ses résultats d'apprentissage du cours, ses principales activités d'apprentissage, les évaluations clés. Est-ce qu'elles appuient le RAP en question ou pas? Et si oui, à quel niveau? Donc, c'est ce qui s'en vient. Il faut assigner le niveau, soit IRA, soit pour les programmes cycle supérieur, on a 5 niveaux, pour chaque RAP qui serait pertinent. Alors, quand on dit pertinent, on veut dire que le RAP est réellement enseigné, réellement, c'est-à-dire que ce n'est pas sur papier. Donc, c'est pour ça que le choix du professeur qui va faire cette activité est super important. Il faut que ce soit un professeur qui ait de l'expérience et de l'expérience assez récente sur le cours et qui sache ce qui est vraiment enseigné sur le terrain.
Alors, réellement enseigner, pratiquer et évaluer dans le cours. Alors, comme on souhaite se baser sur des preuves, c'est pour cela qu'on parle d'activités, d'évaluation, etc., qui ont lieu tous au cours du cours en question. En général, on se limite entre 3 et 6 RAP par cours. Alors, je parle d'un programme de premier cycle avec, par exemple, une douzaine de RAP ou une quinzaine de RAP. Il ne s'agit pas de cartographier tous les RAP dans un seul cours, bien sûr. Alors, passons maintenant aux outils et aux livrables pour les programmes de premier cycle. Comme je l'ai mentionné, il y a une petite différence entre premier cycle et cycle supérieur, les IRA. Et je vais vous montrer les documents d'appui, puis la façon de les utiliser plus concrètement. Alors, vous disposez d'un guide en français et un guide en anglais. Alors, ce que je vais partager ces guides dans le clavardage. Comme ça, vous avez déjà accès à ces guides. Alors, le guide en français, je vous l'ai envoyé. Le guide en anglais, je vous l'envoie. Et tant qu'on y est, je vais vous envoyer le gabarit pour les programmes au premier cycle et le gabarit pour les programmes au cycle supérieur. Voilà. On pourra regarder ensemble. Le guide, tout d'abord, il est super simple. Eh bien, on va y jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il est mon guide? Il est là. C'est plus ou moins ce que je suis en train de vous raconter, avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus de notions, de définition. Alors, je suis en train de le regarder. Dans un cas idéal, bien sûr, on aurait des I, ensuite on aurait des A. Gentiment, on aurait des A, des I, des R et des A qui se succèdent de cette manière, et on aurait deux I, deux R, deux A pour chaque PLO. Au moins, on vise à introduire deux fois, renforcer deux fois et avoir de l'avancée deux fois. Donc, ça, c'est l'idéal. D'accord? C'est un programme hypothétique, figure 1. Alors, si on va de l'avant, alors ça, c'est pour un programme, vrai programme à l'université. On peut s'apercevoir qu'on a bien des I, des R et des A, mais on voit que d'abord, c'est un peu plus que deux fois par PLO. Bon, qu'il y a un petit peu de redondance, ça, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on voudrait avoir des I, des R et ensuite des A. Donc, s'il y a des I en quatrième année, il faut revoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est justement, ce n'est pas que c'est faux, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça nous donne une indication qu'il y a peut-être un problème de séquencement pour ce PLO. Donc, ça nous explique, ce guide vous donne des informations et ça explique un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite, allons-nous-en sur la cartographie cours RAP au premier cycle. Alors, je vais ouvrir le gabarit. Alors ici, l'idée, c'est d'identifier la liste des cours et des professeurs responsables de cours. Alors, de nouveau, cours, ça veut dire cours, stage, séminaire, présentation, thèse, etc., mémoire. Utiliser le gabarit, alors c'est Undergraduate Courses PLO Mapping Template, que j'ai partagé le lien avec vous. Indiquer le I, R ou A, par défaut, c'est non couvert. Les instructions sont dans le guide et on va voir une petite démonstration. Allons-y. Alors, je retrouve mon fichier Excel qui est là. Alors, vous avez plusieurs feuillets, une feuillet instructions. Alors, les instructions, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous voyez les instructions. On vous demande, s'il vous plaît, ne changez pas le format de la table. Et ici, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre les cotes de cours. Alors, le nombre de crédits, la cote de cours, le nom officiel du programme, le type de cours et le professeur en charge, le professeur qui sera chargé d'évaluer les I, les R et les A. Ça, c'est très important. Ensuite, pour chaque professeur, alors ici, c'est un programme, par exemple, avec 15 PLO, mais je vais téléverser pour chaque unité académique ce document dans
dans la zone. Et puis ensuite, après cette présentation, je vais vous envoyer un courriel avec les instructions, les consignes. Vous pouvez simplement éliminer, si vous avez 12 PLO, vous pouvez éliminer ces 3 derniers PLO. Alors, ce qui se passe, c'est que par exemple, pour ce cours, le premier cours, vous avez décidé que le PLO 3, il est couvert au niveau introduction. Très bien. Alors, pour le cours subséquent, il se peut que vous ayez un I et vous ayez un R ou vous ayez un A. Alors, c'est à vous de décider. Enfin, c'est le professeur chargé de l'évaluation euh, pour son cours, de l'évaluation de l'alignement pour son cours, pour être complet, qui va décider si c'est un R, si c'est un I ou si c'est un A. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a des questions ici qui concernent le format et tout ça. C'est pas super important. L'important, c'est d'avoir vraiment euh, tous les cours. Alors, ce qui est important ici, c'est que tous les cours obligatoires doivent être inclus. Alors, si on a un programme de 120 crédits, il faut viser une liste de 40 cours, euh, en supposant que chaque cours vaut 3 crédits. S'il y a un programme de 60 crédits, il faut viser une liste de 20 cours. Alors, il y a un petit problème sur les cours au choix et la problématique dit qu'est-ce qu'on fait avec les cours au choix? Comment on choisit? Il faut choisir un échantillon représentatif de ces cours. Et comment sélectionner? Qu'est-ce que ça veut dire un échantillon représentatif? L'échantillon représentatif dans le cadre de notre activité, ça veut dire c'est le parcours typique de vos étudiants. Donc vous offrez des cours au choix, mais il y en a qui 90% des étudiants prennent ces cours. Donc ça serait ces cours. Il se peut qu'on n'ait aucune idée qu'est-ce que les étudiants prennent. Là, il y a le soutien de la recherche institutionnelle et planification. Ça, c'est Manon de Groseillier. Elle peut nous aider à voir, en faisant un tableau croisé dynamique d'échantillonnage, c'est le nom, l'appellation qu'elle utilise, pour déterminer quel est cet échantillon représentatif. Alors, les données pour chaque cours ne doivent être saisies qu'une seule fois, s'il vous plaît. Alors, il se peut qu'il y ait plusieurs professeurs qui enseignent le même cours. Alors, soit vous chargez une seule personne, soit ils le font en équipe. S'il y a la version en français et la version en anglais, mettez-vous d'accord, s'il vous plaît, choisissez une version seulement. On ne répète pas les cours. Et on essaye de ne pas modifier les titres, les conventions, les espacements, parce que ce document sera la base de mon petit rapport et je vais le mentionner. Claire, je vois que vous avez la main levée. Est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant ou vous voulez attendre la fin de la présentation? À vous de décider. Je peux attendre, mais en fait, ma question était beaucoup plus, quand vous dites c'est le prof qui évalue son cours, c'est bien Et ça? C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, moi qui est la vice-doyenne qui continue l'évaluation, qui va évaluer chacun des plans de cours. C'est le prof alors, lui-même. oui, alors la problématique, c'est que quand vous voulez donner, c'est où c'est là. Je vais utiliser cette diapositive. Quand vous voulez décider que c'est un R, par exemple, prenons cet exemple THO 3162, d'accord? PLO 2, c'est un R. Si vous avez assez d'informations et d'expérience sur ce cours particulier, on parle du 3162, pour décider s'il couvre réellement, c'est pas s'il devrait couvrir, le PLO 2, vous pouvez le faire. Et il est recommandé que ce soit plutôt des gens qui peuvent alléger le travail du professeur ou de la professeure qui est en charge. En général, ce qui se passe, c'est que la direction, bien qu'elle connaisse les cours, il y a des petites nuances, des subtilités qui lui échappent. Parce qu'on veut vraiment être le plus proche du terrain, le plus proche de la salle de classe et voir qu'est-ce qui est offert. Parce que ensuite, on va décider s'il y a des modifications à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Merci, Edmond. Ça veut dire, Edmond, que si on a beaucoup de nos cours qui sont offerts par des profs à PTPUO,
Il risque de nous demander de les payer pour faire ce travail. Oui, oui. Oui, nous avons toujours ce souci, nous avons toujours ce challenge. On peut y passer quelques minutes à la fin de la présentation, OK, on peut y revenir. Oui, je suis tout à parfait, fait merci. d'accord. Oui, oui, oui. Alors, une fois la collecte terminée, on obtient une matrice d'ensemble de programmes. C'est la figure qu'on est en train de regarder. Nous avons déjà vu cette image et il est clair qu'elle permet de repérer certaines zones plus ou moins couvertes. Par exemple, on voit ici, c'est pas super couvert. Ici aussi, il y a des lacunes, mais ça peut être normal. Mais la question devient alors, quel autre type de présentation ou de représentation peut nous aider à interpréter ces données de manière un peu plus fine, un peu plus qualitative? Eh bien, la réponse est ce type de diagramme. Et ensuite, il va y avoir un rapport qui va s'en suivre. Alors, comment regarder? Alors, ce diagramme contient exactement les mêmes données, mais représentées d'une manière différente. Allez, on va regarder. Ici, vous avez les PLO, les 15 PLO, ils sont tous ici. Ensuite, on a les trois niveaux, I, R et A. Et chaque bulle représente le nombre de cours. Il y a un petit numéro ici, un petit chiffre ici. Par exemple, ici, c'est 9, et ensuite, il y a 7, il y a 5. Par exemple, ici, PLO2, il est couvert par 3 cours au niveau introduction, 2 cours au niveau renforcement et 5 cours au niveau avancé. Alors, ça sert à quoi ce diagramme? Eh bien, en regardant ce diagramme, on se rend compte tout de suite de la disparité des couvertures. On voit que, par exemple, le PLO1, il semble plus couvert à tous les niveaux, le PLO 8 aussi, le PLO 9, etc. Alors, regardons niveau par niveau. On peut regarder PLO par PLO, on peut regarder niveau par niveau. On regarde niveau par niveau, on voit que le PLO 1 et le PLO 9, ils couvrent très généreusement, euh, ils sont très couverts très généreusement au niveau introduction, alors que le PLO 7, lui, le pauvre, il souffre. Et le PLO 14, il n'y a pas de couverture. Alors, regardez le niveau renforcement. Immédiatement, vous voyez qu'on peut identifier d'abord des grosses lacunes et aussi il y a une disparité. Au niveau avancé, il y a une disparité. Heureusement, il n'y a pas de lacunes, mais il y a une disparité. Donc, c'est un petit peu ce genre de raisonnement qui est à la base du rapport qui va vous être soumis. Et c'est moi qui va préparer ce rapport avec, en disant que il faut regarder ici. Est-ce que c'est vraiment intentionnellement que vous avez de l'emphase, vous avez mis de l'emphase sur le PLO1? Peut-être que oui. Donc, c'est bon, tout est bon. Mais peut-être que non. Ah, il faudrait un petit peu... parce que, figurons-nous, je fais le SWOT aussi. On a fait le SWOT ensemble pour la plupart d'entre vous. Une des plaintes très, très communes à travers toutes les unités académiques, c'est qu'on revoit le même matériel au même niveau dans plusieurs cours. Et on ne voit pas d'autres matières euh, qui seraient intéressantes à voir. Donc, on se sent un petit peu lésé. Donc, peut-être que ces informations pourront nous aider à éclairer où il y a de la redondance et on pourrait la réduire un petit peu pour mieux gérer les efforts et le temps des professeurs. Alors, comme je l'ai mentionné, me basant sur les données, je vais vous soumettre un petit rapport avec des suggestions et recommandations. Alors, c'est quoi des suggestions? C'est ce qui serait souhaitable, peut-être. Alors, tout ça, c'est avec des points d'interrogation. Peut-être que vous souhaiteriez revoir ça, par exemple, réduire la couverture d'un PLO qui serait trop couvert à ce niveau et couvrir d'autres PLO. Une recommandation, par contre, c'est un petit peu plus sérieux, c'est ce qui semblerait nécessaire pour assurer la cohérence. Par exemple, on a un PLO qui n'est pas couvert suffisamment à un niveau donné. Donc, il n'y a pas de couverture, par exemple, du tout. Donc, vraiment, il faut revoir parce qu'on est en train de violer la règle, à savoir IRA. Amal, souhaitez-vous poser la question maintenant ou vous voulez attendre la fin de la présentation? C'est à vous de décider.
J'aimerais poser une question maintenant, tant que je l'ai en tête, Allez-y, Edmond. allez-y. Bonjour Edmond, bonjour tout le monde. Bonjour, Ma bonjour. question, c'est, dans le fond, quand on fait ça, c'est pour un seul cours. Et puis on va le faire répéter pour chacun des cours, des programmes. C'est ça. On le fait pour tout le programme. Alors, tous les programmes sont listés ici. Regardez, vous avez tous les cours OK. listés dans le programme. Oui, Moi, ce qui m'intrigue, c'est que si on fait pour chacun des cours et qu'on évalue, dans le fond, les PLO, puis leur répartition pour chacun des cours, pour chacun des 12 ou 15 cours, dépendamment. Comment est-ce on peut harmoniser entre les cours, puisque les PLO peuvent être différents d'un cours à l'autre. Donc, c'est peut-être que quelque chose m'échappe là, c'est ça. alors, les PLO, Amal, sont les énoncés des connaissances, habiletés et aptitudes des étudiants au niveau du programme. Les PLO doivent décliner en description de cours et résultats d'apprentissage de cours. Oui, Donc, chaque cours va être aligné avec 3 et 6 PLO seulement. OK. Et ça, c'est aux professeurs. Et c'est aux professeurs de regarder. C'est pour ça qu'ils doivent être, et c'est pour ça que lors de la révision des résultats d'apprentissage de cours, on met l'emphase sur la consultation des professeurs pour qu'ils soient au courant de ces résultats d'apprentissage de programme en pensant que ça s'en vient, on va avoir besoin à faire cette cartographie. OK, j'ai D'accord? compris. Donc, les PLO sont Au niveau. d'ordre, oui, à tous les niveaux. Puis ensuite, dans les cours, dans chacun des cours, on va avoir les résultats d'apprentissage qui sont rattachés au PLO. Oui, alors qui OK, vont, voilà, qui vont appuyer 3 à 6 PLO de manière idéale. Voilà, de manière idéale. OK, d'accord, voilà, c'est compris, voilà. c'est clair. Merci beaucoup, Edmond. Je vous en prie. Ah, Heather, Claire, je vois que vous avez la main levée. Souhaitez-vous poser la question maintenant? Allez-y. Oui, merci. Je voulais savoir si on devrait d'abord attribuer des valeurs au PLO, c'est-à-dire est-ce qu'on s'attend à ce que chaque PLO soit équivalent aux autres, ou est-ce qu'on pourrait dire que qu'un PLO est plus valorisé dans l'ensemble du curriculum et déterminer ça à l'avance avant de... Parce que s'il y a des lacunes, puisqu'on s'était déjà dit que PLO 1, ça vaut plus de poids, disons qu'un autre, ça devrait aller. Oui, alors, Ok. très bonne question, merci. Alors, on a des seuils en dessous desquels on ne peut pas aller. Alors, dans le guide, vous allez voir le guide que je vous ai partagé, on se fixe à 2 fois. Chaque cours doit être couvert au moins 2 fois au niveau introduction. Pardon, chaque PLO. Chaque PLO doit être couvert au moins 2 fois au niveau introduction, 2 fois au niveau renforcement et 2 fois au niveau avancé. Ça, c'est le minimum. Ensuite, si vous voulez mettre l'emphase, c'est à vous de décider. C'est tout à fait possible, c'est plausible. Par exemple, je décide que mon PLO 1, c'est un PLO majeur. Je veux vraiment avoir de l'emphase ici, donc je vais au-dessus de 2 fois. Mais attention, on a des ressources, des contraintes de ressources. Donc, qui dit mettre plus d'emphase sur quelque chose, c'est-à-dire alléger quelque chose. Il ne faut pas que ça soit au dépend du seuil minimum. C'est la seule limite qu'on s'impose. D'accord? Merci. Claire? Merci. J'aime bien la question qui vient d'être posée là en passant. Je reviens sur la question de Amal. Amal, elle est la responsable d'un futur programme mineur, mais le programme n'est pas encore créé. Ce ne sont que des cours en ce moment que Amal, elle est responsable d'offrir ou de préparer pour des étudiants hors faculté. Alors, elle n'a pas de programme, elle n'a pas de RAP encore. Ils ont pas le programme n'existe pas, là. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis même surprise qu'Amal soit ici, invitée à évaluer les cours. Attention, on n'évalue pas les cours, Claire. Je vais être On parfaitement évalue un limpide. programme, mais il On n'existe évalue pas un le programme. programme. Oui, mais il Alors, n'existe pas. s'il n'existe pas, on ne l'évalue pas. Alors ça, ce sont pour les programmes qui ont existé plus de 3 ou 4 ans.
parce qu'on doit être après le rapport mi-évaluation, non, comment dire, quand un programme est créé, il y a un petit rapport qui s'en fait. Donc, c'est un cas particulier. Ce que je vous propose, Claire, parce qu'on a besoin de terminer cette présentation, Oui, ce OK. que je vous propose, je suis Je à vais me votre taire. disposition. On va aller avec vous et Amal. Je serai très heureux de vous appuyer. On peut aller lors d'une rencontre et puis discuter de tout ça. Maui, bonjour Maui. Bonjour Edmond, j'ai une question. Peut-être qu'elle n'est pas pertinente parce que j'ai été inattentive pour quelques minutes au début. Est-ce que dans la matrice, on doit distinguer les cours obligatoires des cours optionnels et au choix, évidemment? Euh, Dans je le cette vois pas. matrice, dans cette matrice, Oui, en fait, dans l'analyse qu'on va faire, est-ce qu'il faut donc distinguer les trois catégories de cours ou mettre alors, l'accent seulement sur les cours obligatoires? non, alors ici, je vous demande de préciser dans le gabarit que j'ai partagé. Attendez. Type. Alors, vous avez trois types ici. Il faudrait m'indiquer c'est quel type. Alors, sur cette matrice, il n'apparaît pas. Mais moi, c'est une très bonne question, merci Maui, je base mon analyse sur le type. C'est-à-dire que si c'est un cours qui est obligatoire et il est assez couvert, tant mieux. Maintenant, s'il y a un cas particulier où vous avez un PLO qui n'est pas assez couvert ou qui est sous-couvert par des cours obligatoires, mais vous avez des cours au choix, des cours optionnels qui pourraient le couvrir, il y a un risque ici. Et je n'hésiterai pas à vous refléter le risque. Mais c'est à vous, à la fin du jour, de décider si vous voulez prendre ce risque. Moi, je vous dis, il y a un risque qui est des étudiants qui n'arrivent pas à ce niveau A, parce que votre niveau A, c'est un cours que vous n'obligez pas tous les étudiants à suivre. Vous voyez la logique? Merci pour la question. Anna, Pardon, oui. Merci Edmond. J'avais une question à faire suite un petit peu à ce que disait Heather pour les PLO qui peuvent avoir plus de poids que les autres. Mettons par exemple prenons un exemple, notre premier PLO, ça concerne la capacité des futurs orthophonistes à faire des évaluations orthophoniques. Mais en orthophonie, on a beaucoup de domaines. Donc, par exemple, l'évaluation de la voix n'a rien à voir avec l'évaluation du langage et de la déglutition, par exemple. Alors, quand on va avoir différents cours, si on a un cours sur la déglutition, un cours sur la voix, un cours sur le langage, le développement du langage, ben, on va avoir chaque fois le PLO numéro 1, qui est celui de oui, l'évaluation, qui va être présent dans chacun de ces cours-là. exactement. Puis, et puis normalement, comme on a très peu de temps donc en maîtrise, on devrait être capable, on devrait amener les étudiants à la fin du cours à être experts dans l'évaluation de ce domaine-là en particulier. Je suis très optimiste, mais enfin, c'est en gros. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir, il me semble qu'il va y avoir vraiment un PLO numéro 1 qui va être gigantesque parce qu'on fait de l'évaluation dans plein de domaines. Ouais, donc c'est ça, ça risque de donner des graphiques finaux assez. Oui. Et c'est pour ça que c'est un rapport descriptif qui vous est soumis et il y a des suggestions et des recommandations et c'est à vous de décider. Donc, Ok. si nous, on est très inquiet des minimums plutôt. On n'est pas Ok. très inquiet des maximums. Donc, si un PLO est trop couvert ou bien couvert, ben on dit tant mieux. Mais s'il y a un PLO qui n'est pas couvert, si un PLO est trop couvert au détriment d'un PLO qui n'est pas assez couvert, là, on vous montre le drapeau rouge, quoi. Ok. On Ok. vous dit attention, attention. D'accord? Ok. Oui. Ok. Ok. Merci. Alors, voilà, je vous en prie. Alors, allons-nous-en de l'avant un petit peu. Alors, livrables et outils, programme au cycle supérieur. Alors, on a le même processus. On identifie la liste des cours et des professeurs. Ensuite, on utilise le gabarit, on va le voir. Et le gabarit, il est là. Voilà. Alors, il y a toujours les instructions.
La seule différence ici, c'est que vous avez 3 niveaux, par exemple, pour un cours. Et surtout, comme Anna vient de le mentionner, pour un seul cours, on peut avoir I ou IR plus R, c'est-à-dire qu'on a les deux niveaux qui sont intégrés, ou on pourrait avoir, par exemple, pour un cours hypothétique, le R et le A. Donc, on le couvre à plus d'un niveau. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider, de voir comment ça se passe. Donc, c'est la seule différence entre le gabarit. On a deux gabarits, un pour le premier cycle et un gabarit pour les cycles supérieurs. Alors, rappelons-nous, toutes les activités pédagogiques doivent être listées. Donc, si vous avez des stages, si vous avez des séminaires, si vous avez des mémoires, ils doivent être listés parce qu'ils servent à quelque chose. D'accord? Donc, ils doivent appuyer un PLO ou plus d'un PLO, en fait, entre 3 et 6 PLO. Alors, venons-en aux choses plutôt pratico-pratiques. Alors, dans cette section, je vous propose de revoir la fameuse barre. Vous vous rappelez, tout ce qui se passe en dessous, c'est moi. Tout ce qui se passe en dessus, c'est vous. On commence ici. Vu de 10 000 mètres d'altitude, il y a deux grandes étapes. Les professeurs identifient et évaluent le niveau auquel chaque cours aborde les PLO. Et le résultat, c'est cette matrice, d'accord, dans le gabarit que je viens d'expliquer. Étape B, c'est l'analyse. C'est à moi de jouer ici. Et d'un point de vue totalement neutre, et purement pédagogique, je vous offre mes opinions, mes suggestions, mes recommandations. De nouveau, c'est à vous de décider. Alors, ensuite, on a une bifurcation. La bifurcation nous dit, s'il n'y a pas de changement, si on estime que tout est bon et la couverture des PLO, il y a une disparité, mais c'est normal, il n'y a rien qui manque, aucun PLO n'est laissé n'est pas laissé non couvert, c'est difficile à dire. Bon, tout est bon, eh bien, tout le monde est heureux et puis il n'y a pas de changement. Si par contre il y a des changements, il y a des petites étapes intermédiaires à faire pour justement faire des raffinements et des ajustements. Donc, dans les deux cas, c'est à vous de décider. C'est à moi de vous offrir d'un point de vue pédagogique et neutre parce que je ne suis pas impliqué dans votre programme, des observations, des constats. C'est à vous de décider quoi en faire. Alors, allons dans le vif du sujet, dans le détail. Nous sommes dans l'étape 1, c'est le même diagramme. On est en train de vous partager le guide et les gabarits. Étape numéro 2, ça serait de fournir les PLO qui seraient révisés. Donc, avec la plupart des programmes, on en est là. Si vous n'avez pas fini, si on n'a pas fini avec vous de la révision des PLO qui se termine par la consultation des professeurs, vous vous rappelez, c'est très important, eh bien, il faudrait accélérer ici. La détermination des cours. Alors, les notes 1 vous dit que vous avez tous les cours obligatoires et une sélection des cours au choix. Identifiez les professeurs pour chaque cours qui va faire l'évaluation de l'alignement. Ensuite, les professeurs ont quelques jours, enfin une semaine, 2 semaines, c'est à vous de décider pour décider les niveaux I, R, A pour les programmes de premier cycle, les niveaux I, R, A et A pour les cycles supérieurs. Ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, on encourage les unités académiques, les directeurs et les directrices des unités académiques de faire une calibration, de regarder, parce qu'il y a beaucoup de subjectivité dans tout cela. C'est quoi un I, c'est quoi un R, c'est quoi un A? Ça, c'est très important, on va y revenir. Donc, faire une petite calibration ici, s'assurer que tout le monde parle le même langage. Étape numéro 5, c'est à moi de jouer, donc de voir la couverture et voir qu'est-ce qui s'en vient. Vous soumettre un rapport, on est à l'étape numéro 6. Étape 7A, il n'y a pas de lacune majeure ou de redondance majeure. Et donc,
tout est bon comme tel, c'est soumis comme dans le rapport d'auto-évaluation, comme requis dans le volume 1. Sinon, 7b nous dit il y a peut-être des choses à regarder ici et là, et peut-être que c'est normal, peut-être que c'est pas normal. Donc, il faudrait inclure ceci dans les rapports d'auto-évaluation, et il faudrait aussi soumettre une proposition de changement de curriculum. Mais l'implémentation s'en viendrait après. Donc, il y a une proposition. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer pour justement atteindre l'objectif de cohérence idéale qu'on se donne? Et se basant sur ces changements, quelle serait l'allure de la cartographie cours PLO? Voilà. Julie, je vois que vous avez la main levée. Vous voulez y aller? Oui, merci. Donc, c'est de plus en plus clair. Moi, je suis à la fin de l'évaluation de tous nos programmes. Donc, je dois aller vite là-dessus. J'imagine que je pourrais avoir Là, je vois que pour les tableaux à remplir, j'arrive pas à les télécharger. Vous allez les envoyer, j'imagine. Oui, je vais OK. les téléverser sur votre espace de OK. travail. Et je vois que dès que moi, j'ai terminé ma partie, vous êtes disponible. Je vais essayer de faire ça en mars. Espérons-le. Il me reste deux questions. Oui. La première, c'est comme j'ai beaucoup de programmes, est-ce que je prends juste les programmes forts ou il faut vraiment aller dans toutes les versions de la maîtrise, par exemple? Parce qu'avec les résultats d'apprentissage, on a limité aux programmes forts. Est-ce que ça serait correct? Alors, pour la révision des résultats d'apprentissage, il me semble qu'on l'a fait pour tous les programmes. Mais pour l'analyse, la cartographie, on utilise seulement un programme. Donc, si vous avez, par exemple, OK. niveau premier cycle, maîtrise et doctorat, ce que je dirais, c'est faites-le pour un programme phare, votre programme phare, premier OK. cycle, un programme de maîtrise et un programme au doctorat. D'accord? OK. Oui. Deuxième question, c'est quelqu'un qui l'a mentionné plus tôt, la difficulté, parce que, en fait, nous, on a un problème d'avoir trop de professeurs temps partiel qui ne sont pas payés justement pour aligner leurs cours avec les autres ou s'inquiéter de la cohérence du programme. Donc, j'envisage un certain... En fait, ils enseignent moins les cours obligatoires mais est-ce que cette question-là, vous pourriez y revenir? À savoir qu'est-ce qu'on ferait, est-ce qu'il pourrait être compensé si on doit leur poser des questions? Et puis, Oui, je pense oui. que j'ai compris, par exemple, au niveau de la maîtrise, si moi j'ai enseigné les cours plusieurs fois et je consulte des collègues, je peux remplir pour ces cours-là. Ouais. Exactement. Mais Exactement. pour les profs temps partiel, ouais, Oui, qu'est-ce que... sur le sujet des compensations, si vous me permettez de finir cette présentation, parce que ça risque d'être un petit peu long et il y OK. a des if then else, alors on va y revenir. Merci pour les OK. questions. OK, Alors, merci. allons-y, Le reste, c'est très clair, merci. je vous en prie. Alors, proposition de modification du curriculum au cas où ce serait nécessaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vise? Eh bien, on vise à identifier tous les ajustements qui seraient nécessaires afin d'assurer la cohérence du curriculum. Vous avez vu, par exemple, on avait dans le cas d'une matrice, il y avait un PLO qui n'était pas couvert. Eh bien, vous êtes très bien placé pour dire que, oh, on a découvert que ces PLO, on a fait les vérifications et c'est vrai, il y a une lacune ici. Eh bien, ce PLO, il est couvert 36 fois. On va alléger un petit peu la couverture de ces PLO dans un cours ou des cours correspondants. Et puis, on va bouger ou transférer cette charge sur le PLO qui n'est pas couvert. Ou la séquence, par exemple. On commence par des A et ensuite on va vers les I. Ah, ça semble pas normal. On a vérifié, c'est pas une impression, c'est vraiment la réalité. On voudrait changer ça. Donc, il y a possibilité de changer du contenu, il y a possibilité de changer la séquence. Et bien sûr, la vérification consiste à refaire la même chose avec le même gabarit et dire que voilà, c'est ça qu'on vise.
Alors, du point de vue échéancier temporel, on se donne 2 à 3 semaines pour faire cette première étape où vous identifiez les cours, les professeurs et les professeurs remplissent le tableau. Et moi, j'aurais besoin de mon côté 2 à 3 semaines pour travailler sur votre rapport. Rappelons-nous, il n'y a que moi pour toutes les unités académiques. Ensuite, une fois que le résultat sera, enfin, si on va dans cette bifurcation en bas où il y a un changement, vous n'avez pas besoin de mettre en œuvre les changements. Donc, la mise en œuvre du plan d'action, c'est-à-dire les changements qui devraient se faire, il se peut qu'il y ait une modification mineure ou une modification majeure du programme, ça dépend. Eh bien, c'est dans les 12 à 18 mois qui vont s'en suivre. Donc, il n'y a pas de changement grandiose qu'il faudrait faire. C'est une proposition qu'on vous demande de faire à cet instant. Alors, très rapidement, je ne vais pas lire la liste au complet, on n'a pas assez de temps pour ça. Je voudrais passer quelques minutes pour les questions. Bien sûr, nous avons besoin des RAP clairs, bien précis, et maintenant on comprend pourquoi, parce que si les RAP ne sont pas définis de manière claire, exacte et précise, il n'y a pas moyen d'évaluer l'alignement des RAP avec les cours. Assignation des tâches, très importante. Il faut identifier les professeurs. On a des défis au niveau des professeurs à temps partiel, on va en parler. Mais il y a aussi le défi de fournir aux professeurs des définitions des niveaux. Tout est subjectif. C'est quoi introduction? C'est quoi renforcement? C'est quoi avancé? C'est quoi non couvert? Donc ça, il faut vraiment que les professeurs soient au courant de ces définitions. Vous êtes au courant, mais il faudrait qu'ils soient aussi au courant. Alors, le guide, il peut aider. Ensuite, il y a la mobilisation du corps professoral pour justement faire la cartographie, donc assigner les IRA ou les IRRRA pour montrer l'alignement ou laisser vide la case et idéalement faire des croisements pour voir comment ça se passe. Alors, ensuite, il y a vérification de plausibilité. Ça, c'est un travail du directeur qui va regarder toute la carte et voir est-ce que ça fait du sens tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un prof qui a été super sérieux et qui au lieu de mettre des A, est en train de mettre des I parce qu'il considère, il est très, très humble et il dit, oh non, ce que j'enseigne, c'est le niveau introduction. Il faut lui rappeler que ça, tout ça, c'est relatif au programme, c'est pas relatif à la limite de la science. Analyse des résultats, c'est moi qui dois faire ce travail. Alors, mon travail sera à repérer les RAP qui seraient enseignés trop tôt ou trop tard. C'est le séquencement des IRA. Confirmer que tous les RAP ont une couverture suffisante et repérer des occasions d'amélioration du curriculum. Et tout ça, ce sont des suggestions, ce sont des notes, c'est descriptif. Alors, finalement, utiliser les résultats pour l'amélioration continue. Idéalement, on devrait faire cet exercice de manière assez régulière. Maintenant, ces constats peuvent être utilisés pour démarrer des discussions dans les unités académiques. Alors, pour conclure, la cartographie cours-RAP est un processus pratique, étape par étape, qui nous aide à vérifier la cohérence du curriculum. La cohérence du curriculum est un des piliers très importants qui est requis par le Quality Council, le Conseil de qualité de l'Ontario. Alors, elle peut être réalisée une fois que les RAP sont confirmés. Elle produit des données probantes. Tous les cours obligatoires doivent être inclus. Une sélection représentative des cours au choix aussi devrait être inclus. Ensuite, il y a une analyse qui se passe, qui est faite à partir de ces données pour produire des constats basés sur l'évidence qui est offerte par les professeurs du point de vue neutre, simplement pédagogique. Quels sont les critères de réussite? Premièrement, il faut que les professeurs soient familiers avec les RAP et familiers avec les définitions IRA. Il ne s'agit pas de faire du guesswork. Et il y a une vérification de plausibilité aussi à faire.
ce sont des résultats réels et ce n'est pas une simple formalité sur, je pense que tout le monde me connaît, moi je connais tout le monde, donc nous sommes tous d'accord, nous on fait ce qu'on fait pour assurer de la qualité. Ce n'est pas simplement pour remplir des formulaires et satisfaire un conseil, etc. C'est vraiment pour aider à identifier des cours qui pourraient être mieux alignés et finalement conduire à une meilleure expérience étudiante. Qu'est-ce qui se passe après ce webinaire, cette présentation? Si nous avons déjà communiqué, si j'ai déjà vos coordonnées, vos programmes, etc., ne faites rien, juste attendez un message de ma part. Ce sera un courriel qui va vous arriver et avec des instructions, des consignes, lien vers les guides que je téléchargerai, lien vers les gabarits Excel, j'aurai téléversé, pardon pour l'accent, dans l'espace privé existant sur SharePoint. Si nous n'avions pas communiqué auparavant, indiquez les informations, nom du programme ou des programmes, adresse courriel des personnes pour cette activité, en envoyant un courriel à ezahedi@uottawa.ca. Merci bien. Alors, on va passer les 5 minutes qui nous restent, les 4 minutes qui nous restent, à aborder les questions. Alors, je vous écoute. Oui, Claire, allez-y. Avoir ce souci, effectivement, on a beaucoup de cours qui sont donnés par nos profs à temps partiel. Alors, est-ce qu'on s'attend à ce que, mais pas on s'attend, il y aura des demandes de compensation? Oui, oui. Alors, c'est un sujet très, très épineux et très ancien. Et la réponse que j'ai obtenue plusieurs fois du bureau d'évaluation des programmes, c'est que malheureusement, nous n'avons aucun budget pour compenser les professeurs à temps partiel. Alors, il y a plusieurs choix ici à faire. Il y a des professeurs à temps partiel qui pourraient accepter de passer une vingtaine de minutes, c'est le maximum en fait, peut-être 10 minutes, pour évaluer si c'est un IRA avec les PLO. Bien sûr, il s'agit pour qu'ils sachent. Soit ils refusent, donc il faut trouver un remplaçant, une remplaçante qui pourrait le faire. Donc, malheureusement, c'est le cas. Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité personnellement. J'aurais souhaité de meilleures conditions pour encourager les professeurs à temps partiel qui ont un rôle très important à jouer, je dirais, parce qu'ils connaissent très bien leurs cours, surtout si c'est un professeur temps partiel qui a offert ce cours 3 ou 4 fois déjà pour le programme, donc il est très bien ou elle est très bien placée pour savoir. C'est la situation, malheureusement. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais parler du programme qui n'existe pas encore, BA, Oui. avec Amal. Oui. Donc, si un programme n'existe pas, il ne sera pas sous mon mandat. Alors, on ne va pas faire de l'évaluation parce que ça, c'est l'évaluation cyclique des programmes. Alors, moi, en priorité, je travaille pour l'évaluation cyclique des programmes qui se passe tous les 7 ans, 8 ans pour des programmes existants ou pour créer de nouveaux programmes aussi. Je peux vous appuyer lors de la création d'un programme. Mais si un programme n'est pas créé, on ne va pas l'évaluer. Enfin, ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais Oui. alors, pourquoi je pense qu'Amal, elle est là parce qu'on est dans un processus de créer le programme de la mineure. Oui, oui. Donc, vous avez besoin de résultats d'apprentissage de programme. Ensuite, en fait, c'est exactement ce que je fais avec d'autres unités. Quand ils veulent créer un programme, on fait les résultats d'apprentissage de programme. Et ensuite, on utilise la cartographie pour caser les cours. Donc, on dit ce cours, il va, parce qu'on est en train de concevoir un nouveau programme, on a toute la flexibilité, la liberté de choisir quel cours va aborder quel RAP, à quel niveau. Donc, on fait la cartographie. C'est le même processus. C'est pour ça que je vous comprends très bien, je vous entends très bien. C'est le même processus, mais avec des buts différents. Voilà.
Et je serais très ravi d'en discuter avec vous pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Julie, Pas mal. Parfait, merci beaucoup. je vous en prie. Désolé, pour les profs temps partiel, vous avez pas de compensation possible. On facilite le travail autant que possible et on se débrouille avec ça, c'est ça? Oui, il faudrait leur demander s'ils veulent bien passer. C'est pas des heures et des heures. C'est pas un cours, hein, c'est vraiment une vingtaine de minutes à passer. Il se peut qu'il y en ait qui acceptent, ben, tant mieux. Moi, à l'époque, ma proposition était de leur offrir une lettre, une attestation de remerciement officielle de partir. Qui sait, peut-être que ça débloque la situation. Les professeurs en général ne sont pas seulement intéressés par les compensations monétaires. Une lettre d'attestation de remerciement leur disant ben, merci, vous avez fait ce travail est très important dans ce cadre, vous nous avez dépanné, etc., etc. Qui sait, peut-être que ça marche. Et si ça ne marche pas, ben, il faut charger un collègue du département. Ce n'est pas idéal, ou un ou deux collègues qui soient très proches du cours, qui connaissent enfin le cours en question. Et troisième option ou alternative, c'est le directeur du programme qui le fait. Mais moi, je dirais vraiment, il faut essayer à tout prix de convaincre la personne qui offre le cours de le faire. OK. Merci. Merci Julie pour la question. Merci Claire, merci Anna, merci Maui, merci tout le monde. Autre question? Oui. Les tableaux, vous allez moi, je dois faire ça maintenant. Je vais essayer de te l'envoyer dans la prochaine semaine pour te donner 2-3 semaines parce que. Donc, les tableaux, on va les recevoir. Très prochainement. Alors, donnez-moi d'ici, enfin, aujourd'hui, demain. OK. Je vais écrire ton nom, Julie, comme ça, je ne l'oublie pas. Ouais, Allez, je te désolé, promets, j'ai la aujourd'hui, mi-avril aujourd'hui, je t'envoie le courriel. Et j'espère que pour les autres unités aussi, je pourrai le faire. Voilà, je comprends, Et Julie. idéalement, je ne Comprends sais pas s'ils sont disponibles en français, mais en tout cas. pas. Les gabarits, non. Les OK. gabarits sont en. Et j'ai vu aurons-nous le graphique dans la version française. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer ce graphique dans la version française. J'espère que la prochaine fois que j'offre cette présentation, parce que je mets à jour chaque fois, et C'est mettre à correct, jour dans deux langues différentes, c'est assez assidu, enfin, demande beaucoup de travail. ça fera le bilinguisme de mon rapport. OK, merci. D'accord. Allez, merci à tous et à toutes et je vous souhaite une très bonne semaine Merci, et bonne semaine. je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je suis toujours en ligne s'il y a des collègues qui souhaiteraient discuter de points particuliers. Merci. Merci, Edmond. Je comprends que vous allez nous contacter, Amal et moi, hein? C'est ça pour la création du programme du BA? Ah non, je discutais sur Désolé. C'est dans le cadre de l'évaluation cyclique des programmes. Si c'est pour la création, il faudrait que vous m'envoyiez un petit courriel pour m'expliquer de quoi il s'agit. Et il faudrait que je voie la priorité de cette tâche parce qu'on vient de commencer et il faudrait qu'on parle avec Leslie Schill, le directeur du bureau d'évaluation des programmes, pour voir l'allocation de la charge de travail. Parce que en priorité, c'est l'évaluation cyclique et ensuite, c'est la création de nouveaux programmes. Je serais très heureux de vous appuyer. Il y a une petite discussion à avoir avec le bureau. C'est tout. Donc, Mais je vous enverrai un courriel, d'ici une semaine ou deux, un mois? Comment vous voulez que... oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est Comme ça, beau. on passe un petit peu le pic ici. D'accord. De l'évaluation avant. Parfait. Ben, je Ouais. vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Heureux Au de revoir. vous rencontrer en ligne. Oui, Claire. au revoir. Au revoir.